Le 11 février 2023, cet accusé a à jamais réduit au silence la voix d'Alexia J. Pedron, Xavier J. Pedron. ou comme vous l'avez découvert pendant ce procès, Alex. Le 11 février 2023, cet accusé a ôté la vie à Alex par son agression brutale et en l'ayant drogué intentionnellement. La voix d'Alex ne peut pas vous dire ce qui s'est passé. Mais le corps d'Alex vous crie qu'il a été maltraité et qu'il a été drogué. Vous avez vu les photos choquantes d'Alex prises lors de l'autopsie. Vous avez vu les ecchymoses sur son corps à plusieurs endroits, des deux côtés de son visage et de sa tête, et sur tout son cuir chevelu, y compris sur le dessus de sa tête. C'était la marque de la maltraitance de cet accusé. Vous avez entendu parler du taux de Xanax dans son corps. C'était pour que cet accusé puisse faire taire ses pleurs. Alex a souffert pendant ces dernières heures, alors qu'il saignait intérieurement, depuis l'intérieur de son abdomen. Le Xanax a ralenti son système respiratoire. Chaque respiration qu'il prenait était douloureuse à cause de cette fracture de côte qu'il avait. Avec moins de sang, pour acheminer l'oxygène dans tout son corps, son cerveau a enflé et son corps a commencé à défaillir jusqu'à ce qu'Alex rende son dernier souffle. À 9h44, le 11 février 2023, Alexander J. Pedron a été déclaré décédé. Si Alex était encore en vie aujourd'hui, il aurait 9 ans, 10 mois et 4 jours. Il serait en train de terminer le CM1. Alex manque à ses frères et sœurs. La mort d'Alex a laissé un vide dans le cœur de sa mère, Jenna Love, et de son père, Derek Pedron. À cause des mauvais traitements de cet accusé et du fait qu'il l'a drogué intentionnellement, cette communauté, votre communauté, a perdu à jamais le potentiel de la vie d'Alex et tout ce qu'elle aurait pu être. Alex comptait. Ce procès vise à protéger les droits constitutionnels de l'accusé et à prouver que cet accusé est responsable des mauvais traitements infligés à Alex, de la négligence dont il a été victime et de sa mort. À 9h25, le 11 février 2023, cet accusé a appelé le 911. Vous le savez car vous l'avez entendu. Selon cet appel, elle s'est réveillée et a trouvé Alex par terre. 2 fois pendant cet appel, elle indique que le corps d'Alex était par terre. Elle dit qu'Alex ne répondait pas et qu'il y avait un sachet ouvert de ses médicaments sur le sol. La prévenue a déclaré qu'elle avait essayé de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire sur le corps d'Alex sans succès et qu'Alex ne respirait pas. Pendant que cet appel au 911 a lieu, les adjoints du shérif Jarre et Anderson arrivent sur les lieux. C'est peut-être l'une des interventions les plus rapides que l'on puisse voir suite à un appel au 911. La personne est toujours en ligne et les adjoints du shérif arrivent sur les lieux. Lorsqu'ils arrivent et que cet accusé ouvre la porte d'entrée, le corps d'Alex est sur le lit, pas par terre. Il y avait un drap blanc sous son corps pour protéger le lit de tout accident survenu la veille au soir. Ce drap blanc est intact. Cela vous indique qu'après qu'Alex ait été placé sur ce drap blanc et dans ce lit, il n'est pas retourné au sol. C'est là qu'il est mort. Le corps d'Alex était en rigidité cadavérique. Sa main gauche était glissée dans son pantalon et sa main droite était levée vers sa tête. Le fait que la main gauche soit glissée dans son pantalon
indique que son corps n'a pas été déplacé du sol jusqu'au lit. Lorsque l'adjoint Jarre a touché le corps d'Alex et l'a tourné sur le côté, vous avez vu une substance noire commencer à s'écouler du côté de sa bouche. Ce simple mouvement consistant à tourner son corps sur le côté a suffi à faire sortir cette substance de sa bouche. Cela vous indique que cet accusé n'a jamais pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire. C'était un mensonge. Cet accusé a dit au sergent Williams qu'elle avait pratiqué la RCP pendant plus de 10 minutes. Vous avez vu l'adjoint Jarre pratiquer la RCP et ce qui s'est passé lorsqu'il a commencé à pratiquer la RCP. Vous avez vu la substance commencer à suinter de la bouche d'Alex. Et puis, lorsque le corps a été déplacé au sol, comment elle a continué à s'écouler et à s'accumuler derrière sa tête. Cela vous indique qu'il n'y a pas eu de RCP avant l'arrivée de l'adjoint Jarre sur les lieux. Cette accusée a également déclaré lorsqu'elle était à la barre qu'après avoir essayé de pratiquer la RCP, elle a tenu le corps d'Alex dans ses bras et a pleuré. Vous avez vu le simple mouvement de déplacer son corps sur le côté. Le simple fait de tenir son corps dans ses bras aurait provoqué la même réaction. Cet accusé n'a pas tenu le corps d'Alex. Cet accusé n'a pas pleuré. Vous avez vu son visage quand la porte s'est ouverte. Au cours de l'enquête sur cette affaire, vous savez que cet accusé a envoyé un message à Laura Lee Rains à 9h07. Selon l'accusé, elle n'a pas immédiatement remarqué qu'Alex n'était pas sur le lit. Vous savez, grâce aux entretiens médico-légaux d'Araya et de Brantley, qu'ils ont dormi à l'étage. Vous savez, d'après le témoignage de Brantley, qu'il a confirmé une fois de plus qu'il avait dormi à l'étage. Il n'y avait que 2 personnes dans le lit le soir du 10 février 2023, cet accusé et Alex. Et dès que cet accusé s'est réveillé, si ce qu'il rapportait était vrai, elle aurait su immédiatement que le corps d'Alex n'était pas dans ce lit. Le corps d'Alex était dans ce lit. Il ne bougeait tout simplement pas. Car il était mort. Les enfants vous disent que c'est ce qui s'est passé. L'enquête sur les lieux vous dit que c'est ce qui s'est passé. Le corps d'Alex vous dit que c'est ce qui s'est passé. Votre bon sens vous dit que c'est ce qui s'est passé dans cette affaire. À 9h20 du matin, cet accusé envoie un message à Rafael Suarez. Il y a un problème avec mon fils. Ne viens pas. Le message à Rafael Suarez, la personne avec qui elle est censée avoir un rendez-vous, est envoyé avant qu'elle n'appelle sa propre mère au sujet d'Alex. Le message concernant Rafael Suarez, disant de ne pas venir pour leur rendez-vous, est envoyé avant qu'elle n'appelle le 911. À 9h21, la prévenue appelle sa mère, pas le 911. Pendant 52 secondes, elle parle. Et ensuite, plus de 3 minutes s'écoulent après cet appel à sa mère, où le témoignage établit que la mère de la prévenue lui a dit d'appeler le 911. Plus de 3 minutes s'écoulent, de 9h25 jusqu'à 9h28 et 52 secondes. Puis elle appelle le 911. Il n'y a qu'une seule personne au monde qui aurait pu droguer Alex. Cette personne est dans la pièce, assise à cette table. Le bon sens vous dit qu'un médicament que vous prenez à n'importe quel moment agit en 1 heure ou 2. La quantité de Xanax dans le système d'Alex, comme vous l'avez entendu par l'expert de la défense, était suffisante
pour potentiellement causer la mort d'un adulte. Cela vous en dit long sur la quantité de Xanax dans le système d'un enfant de 6 ans. Ce n'est pas des bonbons, ce n'est pas quelque chose que l'on grignote, ce sont des comprimés amers. Ils sont à l'intérieur du corps d'un enfant de 6 ans. Il est impossible que Derek ait drogué Alex. Parce que si Derek l'a fait, il a quitté la maison à 7h15 quand il a été arrêté. S'il avait drogué Alex, Alex aurait ressenti les effets du Xanax vers 8 ou 9 heures. Il aurait été inconscient entre 9 et 10 heures, mort au plus tard entre 11 heures et minuit. C'est impossible. Alex est resté réveillé jusqu'à 3 heures du matin. C'est ce que la prévenue a répété plusieurs fois et n'a pas nié lors de son témoignage. Vous savez qu'elle a essayé d'endormir Alex vers minuit et qu'il était encore réveillé au point qu'elle a rallumé la télévision et qu'elle a continué à envoyer des messages à Rafael Suarez. Vous savez qu'Alex était en fait réveillé parce que Laura Lee Rains a entendu au téléphone la voix d'Alex dire ce qu'il voulait faire ce soir-là. Alex était réveillé. Alex était en vie. Il allait bien. Il n'y a qu'une seule personne au monde qui aurait pu mettre en scène les lieux en sachant qu'Alex avait de la drogue dans son organisme. Cette personne est dans cette pièce et c'est l'accusé. Cet accusé vous a dit qu'il croit que le sac contenant les médicaments était en hauteur. C'était son témoignage, juste hier. Elle croit que ce sac était dans un endroit où seuls les adultes pouvaient l'atteindre. Derek était en prison cette nuit-là. La seule personne qui avait l'opportunité et la capacité de prendre ce sac et de mettre en scène les lieux, c'est cet accusé. Cet accusé sait ce qu'il y a dans ce sac parce que ce sont ses médicaments. C'est la seule personne qui avait à la fois l'opportunité et la capacité de truquer cette scène. Les deux médecins légistes qui ont témoigné dans cette affaire étaient d'accord qu'Alex avait du Xanax dans son organisme après avoir été battu. Alex a d'abord été brutalement battu et après avoir été brutalement battu, c'est à ce moment-là que le Xanax était dans son organisme. Après qu'Alex ait été brutalement battu, tu sais qu'il a déjà une jambe fracturée et une mobilité limitée. Le passage à tabac lui a laissé une côte cassée qui lui causait de la douleur à chaque respiration. Tu sais qu'il avait des douleurs abdominales avec une lacération du foie et des saignements dans la cavité mésentérique. Tu sais que cette douleur empirerait avec le temps. Tu sais qu'il a reçu plusieurs coups à la tête et sur le corps. Pour Alex, bouger aurait signifié plus de douleur. Et il ne pouvait même pas atteindre un sac qui était à une hauteur que seuls les adultes pouvaient atteindre. Seul cet accusé aurait pu faire cela. La personne qui a administré ce médicament à Alex devait savoir qu'il avait été battu. Cette personne devait savoir et vouloir le faire taire après qu'il a été battu. Et ils auraient la capacité et seraient la seule personne à avoir la capacité de truquer la scène, de placer le sac, d'y mettre les pilules et de déposer le flacon vide de prednisone près du corps d'Alex.
L'enquête sur la scène menée par les forces de l'ordre confirme que la scène a été truquée. Tous les flacons dans ce sac avaient le dispositif de sécurité enfant activé. Les comprimés à l'intérieur de chacun de ces flacons dans le sac correspondaient. Le flacon de pilules à l'extérieur du sac contenait des pilules à l'intérieur du sac qui correspondaient à l'ordonnance. 10 sur 12 ont été renversés à l'intérieur du sac. Pour que vous croyiez qu'après avoir été brutalement battu, Alex aurait saisi et ouvert ce sac, puis trouvé des médicaments à l'intérieur, il faudrait que vous croyiez qu'il l'aurait fait. A. Être capable d'ouvrir le sac en ouvrant la fermeture éclair après avoir été battu. B. Activer la sécurité enfant. C. Déverser tous les comprimés dans le sac, sauf ceux qui étaient du Xanax. Et d'une manière ou d'une autre, ingérer magiquement uniquement le Xanax, et ce, à un niveau qui pourrait potentiellement tuer un adulte. La défense essaie de vous faire croire ces faits, mesdames et messieurs, n'y croyez pas. L'enquête sur la scène dans cette affaire vous en dit également beaucoup plus. Le pantalon d'Alex est taché de barbe à papa. Il y a un contenant vide de barbe à papa par terre. Il y a aussi, si tu regardes bien, une canette vide de Red Bull. Et tu sais, grâce aux résultats de l'autopsie, qu'Alex avait de la caféine dans son organisme. Tu sais que c'était un problème pour cet accusé qu'Alex se lève au milieu de la nuit. C'est un problème que cet accusé a créé. Mais Alex se levait la nuit. Et comme n'importe quel enfant de 6 ans, il y voyait du sucre. Il voyait du Red Bull. Il voyait des choses savoureuses. Et donc, le pantalon d'Alex est taché de barbe à papa. Le témoignage du sergent enquêteur Amundsen a établi qu'il y avait des particules de barbe à papa partout dans la chambre. Ça a taché la moquette. Il y en avait sur le bois. Les morceaux qu'il avait réduits, il les avait initialement saisis. From the bed, he originally Et puis il ramasse et il dit « ça ressemble à de la barbe à papa. Ça ressemble à ce que je vois partout ailleurs. » Keep on going. Vous savez, grâce à l'analyse du téléphone, que cet accusé envoyait des SMS à Rafael Suarez du soir du 10 février jusqu'au matin du 11 février, plus de 160 fois. Ces SMS commencent en fait à 18h18, alors que Derek est encore au domicile. Derek rentre du travail un peu après 17h30 et elle est en train d'envoyer des messages à un autre homme. Et c'est son droit. Vous savez que la relation entre Derek et cette prévenue est toxique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ces SMS établissent plusieurs choses. Qu'elle est réveillée de 2h00 jusqu'à juste avant le matin, la dernière fois qu'elle envoie un message, puis après 2h00 du matin. Quand elle n'envoie pas de message à Rafael Suarez, elle et Alex sont laissés éveillés et seuls. Cet accusé a frappé Alex. Le passage à tabac a été d'une brutalité extrême. Il a vu les ecchymoses sur son corps. Lors du visite de contrôle effectuée par l'agent Kernin, il a observé Alex, non pas une, mais 2 fois. Il est entré dans la résidence et il a vu une ancienne blessure au-dessus de son œil et un bleu à l'arrière de sa jambe. L'agent Kerning vous a également dit ce qu'Alex portait. La seule chose qu'Alex portait à ce moment-là, lorsqu'il l'a regardé une seconde fois, était une couche-culotte. L'autre chose que l'agent Kerning vous a dite,
c'est qu'entre les deux moments où il a vu Alex dans la résidence, Alex a changé de position. Il a changé de position sur le canapé. Aucun autre hématome, aucune rougeur, aucun signe de larmes ou de pleurs récents. Et selon les propres mots de l'accusé, Alex dormait. Selon les propres mots de l'accusé, le lendemain matin, au sergent Williams, Alex était endormi de 17h00 à 19h30 ou 20h00 pendant tout le temps où Derrick était à la maison. C'est cohérent avec ce que Derrick vous a dit lorsqu'il a témoigné. Derrick a dit que lorsqu'il est rentré à la maison, il y avait un seau de vomi qu'il a pris et nettoyé. Et ensuite, il nettoyait dans la maison. Ces deux faits ont été vérifiés par l'agent Kerning. Parce que lorsque l'agent Kerning arrive après avoir effectué la visite de contrôle, le seau à côté d'Alexandre est vide. Le vomi a été nettoyé, mais lorsque l'agent Kerning arrive à la résidence et qu'il regarde par les fenêtres, Derrick n'a aucune idée que les forces de l'ordre sont là. L'agent Kerning a témoigné et vous a tous dit. Derrick balayait et nettoyait la cuisine. C'est exactement ce que Derrick a dit qu'il faisait. Ici, les propres mots de la prévenue scellent son destin. Vous avez vu le message texte à 21h06 que cette prévenue a envoyé à Rafael Suarez. Elle a dit « Je viens de me doucher ». Ce message texte est une réponse à un message de M. Suarez demandant « Que fais-tu » De 19h47 à 20h29, il n'y a aucune activité sur le téléphone portable de la prévenue. De 19h47 à 20h29, l'absence d'activité sur son téléphone est cohérente avec une personne qui prend une douche. De plus, la photographie que vous avez vue ce matin, le premier selfie qu'elle a pris correspond à quelqu'un qui est sorti de la douche depuis moins d'une demi-heure. Ses cheveux semblent encore mouillés. Elle porte un peignoir. Elle n'a pas de maquillage sur le visage. Et puis, en moins de 20 minutes, elle a du maquillage, ses lunettes, mais toujours le même peignoir. Elle soignait son apparence parce qu'elle avait une conversation en cours avec M. Suarez. Ne vous y trompez pas, elle a pris une douche. Pourquoi cette douche est-elle importante? Parce que cette accusée vous a dit, lorsqu'elle a témoigné hier, qu'elle ne prendrait jamais de douche avec des sous-vêtements sales et une bouteille qui servait à recueillir l'urine dans la baignoire. L'accusé veut que vous croyiez que Derrick est rentré à la maison, s'est mis en colère contre Alex parce qu'il avait fait ses besoins dans son pantalon, l'a emmené dans la salle de bain et l'a agressé brutalement. Elle affirme que les sous-vêtements sales et la bouteille dans la baignoire en sont la preuve. Les sous-vêtements sales et la bouteille n'étaient pas dans la baignoire quand elle a pris sa douche. Ils sont arrivés après coup. C'est arrivé après coup parce qu'ils ont été photographiés le lendemain matin. La version de l'accusé, selon laquelle Derrick a frappé Alex dans cette salle de bain, n'est rien de plus qu'une histoire. C'est une histoire. Elle essaie d'échapper à la responsabilité de ses actes, ce que vous savez qu'elle fait d'après le docteur Andrés. Et cette accusée elle-même change de version. Elle est passée de s'être douchée plus tôt à ne pas s'être douchée. Pensez à tous les enfants présents à la maison lorsque l'accusé affirme que le passage à tabac a eu lieu.
Major est dans la pièce juste à côté. Il a été interrogé plusieurs fois. Il aurait entendu ce passage à tabac brutal parce que cette prévenue rapporte qu'elle l'a entendu depuis l'étage. Brantley est à la maison. À ce même étage, Aria est à la maison. La version de l'accusé n'est pas corroborée par les observations de l'agent Kearney. Elle n'est pas non plus soutenue par ce que cet accusé a initialement déclaré aux forces de l'ordre, à savoir qu'Alex dormait pendant tout ce temps, ce qui est entièrement confirmé par les observations de l'agent Kearney, ce qui est entièrement confirmé parce que Derrick vous a dit, ce qui est entièrement confirmé par la scène, avec la poubelle qui est vidée et Derrick qui balaie. Vous savez aussi que cela n'est pas arrivé, car Laura Lee a entendu la voix d'Alex lors de l'appel à 22h30. Vous savez aussi que cela ne s'est pas produit, car l'accusé a dit qu'Alex allait bien ce soir-là. Elle l'a répété plusieurs fois aux forces de l'ordre. À la fin de la réanimation cardiaque, quand l'adjoint Henderson dit à l'accusé qu'Alex est parti, l'accusé répond « Comment est-ce possible? Il allait bien. » Après avoir assisté à ce procès ces 2 dernières semaines et demie, il est facile de blâmer Derrick Pedron. Vous savez que Derrick Pedron est violent avec les femmes. Il l'est. Vous avez vu des comportements troublants et répugnants sur plusieurs vidéos impliquant Derrick. Au début de ce procès, lors de ma déclaration d'ouverture, je vous ai tous dit que Derrick est un auteur de violences domestiques et par Dieu, il l'est. Une grande partie du procès donnait l'impression d'un procès pour violence domestique visant Derrick Pedron. Peut-être que l'un des avantages de ce procès serait que Derrick Pedron a été confronté à ces violences domestiques dans ses vidéos et à sa conduite. Cela changera-t-il son comportement? Qui sait, mais on peut l'espérer. Ne vous laissez pas tromper par l'écran de fumée de cet accusé. Ne la laissez pas se servir des violences domestiques qu'il a exercées contre elle pour lui permettre de s'en sortir après avoir commis un homicide sur un enfant. La défense vous a dit, lors de sa déclaration d'ouverture, qu'il y aurait plusieurs témoins, dont un qui viendrait ici vous dire qu'il a vu Xavier se faire frapper et battre plus de 12 fois. Cela n'est pas arrivé. Monsieur le juge, objection inappropriée. Sur quoi continuer? Objection rejetée. Continuez. Vous avez entendu que vous allez voir plusieurs vidéos similaires. Il y a une vidéo qui a été admise où Derrick Pedron crie des choses horribles à Alex à l'intérieur de ce van. Des propos violents. Une vieille vidéo montre des enfants se tapotant la tête et disant « Papa vient de me frapper ». Ce sont les 2 vidéos que tu as vues. Présumez prouver que Derrick maltraite les enfants. Le contexte compte aussi. L'adjoint du shérif Pfaff a évoqué lors de son témoignage une précédente infraction de violence domestique à laquelle il avait répondu environ une semaine plus tôt. Il a parlé de l'interaction entre Alex et Derrick à ce moment-là. En fait, c'est revenu sur le tapis parce que le soir du 10 février, Derrick a demandé « Puis-je dire au revoir à mes enfants ?» Les adjoints disent « Vous vous souvenez de comment ça s'est passé la dernière fois. On ne peut pas recommencer pour cette raison. » Quelques jours auparavant, ils n'ont pas pu arracher Alex à son père.
Ils n'ont pas pu arracher Alex à Derek. Cela a créé une situation où les forces de l'ordre ont dû intervenir pendant près de 20 minutes pour les séparer. Cette rencontre vous dit tout ce que vous devez savoir sur la relation d'Alex avec son père et l'amour qu'il lui porte. Ne vous y trompez pas, Derek porte une part de responsabilité. Il est responsable de la négligence envers Alex. Il est responsable de ne pas avoir emmené Alex chez le médecin à temps. Il est responsable de ne pas avoir veillé à ce qu'Alex aille à l'école. Il est responsable d'avoir introduit de la drogue à la maison pour que ce prévenu puisse en consommer. Mais la responsabilité de Derek ne relève pas de votre décision aujourd'hui. Vous décidez de la responsabilité de ce prévenu. Et sa responsabilité ne peut pas servir d'excuse à cette prévenue pour éviter d'assumer la responsabilité de ses actes. Vous avez entendu des preuves plus convaincantes de la responsabilité de cette prévenue dans les mauvais traitements et la mort d'Alex. Les propres enfants de la prévenue. Lors d'un entretien médico-légal mené par Major, souvenez-vous de sa dynamique. Au moment où les forces de l'ordre interviennent initialement le 11 février, ils pensent qu'il pourrait s'agir d'une surdose de prédnisone. Des ecchymoses sont visibles sur le corps d'Alexandre, mais tous les traumatismes internes restent inconnus. Par prudence, les forces de l'ordre organisent des entretiens médico-légaux avec les enfants. Major va vivre chez son père, qui ignore tout de ce qui se passe dans la maison de l'accusé. Brantley et Araya restent avec la famille de l'accusé. Ils sont dans différentes familles, pensez à ce qu'ils disent lors des entretiens médico-légaux. Major dit que cet accusé donne beaucoup de coups de pied à Alex dans la poitrine et au visage. Que cet accusé a donné un coup de pied à Alex la dernière fois que Major a vu Alex. C'était la nuit avant sa mort. Que cet accusé a étranglé Alex à plusieurs reprises. Cet accusé s'énerve contre Alex car il se lève la nuit pour manger des encas. Cet accusé met de la sauce piquante sur la nourriture d'Alex comme punition. L'accusé piétine ou marche sur la poitrine d'Alex. Major a été interrogé une seconde fois moins d'un mois plus tard, le 2 mars 2023. Lors de cet entretien médico-légal, Major a parlé de la prétendue chute dans l'escalier et de ce que cet accusé a fait après cette prétendue chute dans l'escalier, en pliant la jambe d'Alex jusqu'à ce qu'Alex crie de douleur, et l'accusé a dit à Alex de se taire, sinon elle la plierait encore plus. Major a également parlé d'avoir vu cet accusé étrangler Alex lors de ce même incident. Brantley a été interrogé initialement le 12 février. Brantley a parlé du vol commis par Alex, que l'accusé, en colère après le vol, a donné un coup de pied à Alex dans la poitrine. Qu'Alex s'est plaint et a grimacé de douleur. Brantley a fait une déclaration lors de cet entretien médico-légal sur la façon dont cet accusé avait déjà frappé Alex avec une cuillère. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait des étranglements à la maison, il a répondu « Oui, ma mère le fait et elle fait ça à Alex ». Major et Brantley disent tous les deux, indépendamment l'un de l'autre, que tout cela se passe quand Derek n'est pas à la maison. Et Brantley dit que le soir précédant le décès d'Alex, il dormait à l'étage. Brantley a fait des déclarations lors de cet entretien médico-légal à propos d'une eau verte et toxique. Il a fait des déclarations à propos d'armes à feu à l'étage, de diamants à l'étage et de la cuillère qui se trouvait à l'étage.
Ces déclarations ont été considérées comme peu fiables simplement à cause de leur nature et de ce qu'elles contiennent. C'est un enfant de 5 ans qui parle. Ne jugez pas une déclaration d'un enfant de 5 ans du point de vue d'un adulte. J'aime emmener mes enfants à des événements sportifs. Quand ils étaient plus jeunes, je les emmenais au match des Brewers. Quand on me demandait ce qui s'était passé au match des Brewers, je parlais du lancer, des bons frappeurs, du score final et de leur performance. Le point de vue de mes filles, plus jeunes, concernait ce qu'elles avaient mangé. Papa a-t-il acheté de la réglisse? A-t-on mangé une glace? Sommes-nous allés au aire de jeu à l'intérieur du stade? Nous avons vécu exactement la même expérience, mais les perspectives que nous avions en tant qu'adultes et en tant qu'enfants étaient différentes. Brantley a parlé de l'eau verte et toxique. Vous vous souvenez des photos de la scène? Il y avait de l'eau verte dans les toilettes. Brantley a mentionné que son père possédait des armes à feu. Dans les vidéos présentées, combien de vraies disputes sur les armes à feu ont eu lieu dans cette maison? C'est revenu plus d'une fois. Brantley a parlé de diamants qui se trouvaient à l'étage dans cette même zone. Il est logique que des bijoux, une arme ou ce genre d'objets soient tous rangés dans un endroit sûr de la maison. C'est le point de vue d'un enfant de 5 ans. C'est ce qu'il décrit. Souvenez-vous de cela. Brantley a été réinterrogé après que Derek l'a enregistré. Vous avez vu Derek enregistrer Brantley. Vous avez vu l'enregistrement dans son intégralité. Il a posé des questions ouvertes. Dites-moi ce que vous venez de dire. Que s'est-il passé après cela? Que s'est-il passé ensuite? Ce sont des questions ouvertes, comme celles entendues de Daniel à la barre, à utiliser lors de l'interrogatoire d'un enfant. À partir de ces questions ouvertes, un second entretien médico-légal est prévu avec Brantley. Au cours de cet entretien, Brantley a déclaré que cet accusé avait poussé Alex dans les escaliers. Ce qui importe dans ses propos, c'est qu'il évoque une poussée dans les escaliers avant la mort. Il ne parle pas de la poussée dans les escaliers qui a entraîné la fracture de la jambe. Il évoque un événement passé, dans la période juste avant la mort d'Alex, où cet accusé était violent envers Alex. Il dit qu'Alex se levait la nuit pour manger. Et il décrit comment cet accusé a poussé Alex dans les escaliers. Brantley dit que cela s'est produit la veille de la mort d'Alex. Pourquoi est-ce important? Parce que lorsque Brantley a témoigné à la barre et a parlé de cette chute, il a dit exactement la même chose lorsqu'il a témoigné dans cette salle d'audience devant vous tous. Qu'Alex a été poussé dans l'escalier la veille de la mort d'Alexandre. Vous connaissez la dynamique de la situation où chacun de ces enfants vivait dans des foyers séparés. Vous avez vu les deux témoigner indépendamment de la violence dont ils ont été témoins de la part de cet accusé. Major a témoigné dans la même salle d'audience où sa propre mère était présente. Pensez à cela du point de vue de Major et de Brantley. Ils sont venus dans la salle d'audience et ont témoigné dans la même pièce que leur propre mère à propos de ce qu'elle a fait à leur propre frère. Major a déclaré que la prévenue frappait Alex à coups de poing, le battait, lui donnait des coups de pied et l'étranglait. Il a dit que tout cela arrivait quand Derek travaillait. Il a décrit un cas précis de coups de pied dans la cuisine où la prévenue a donné des coups de pied à Alex alors qu'il était au sol, lui donnant plusieurs coups de pied. Il a parlé d'un autre incident qui s'est produit dans le salon où maman, je cite, a donné des coups de pied à Alex partout sur le corps. Il a parlé de plusieurs cas d'étranglement, y compris un qui s'est produit la veille de la mort d'Alex, où la prévenue était sur Alex, à califourchon sur lui. Et il a donné une description vraiment puissante et très saisissante de la réaction d'Alex, de sa réaction physique face à l'étranglement. Il a évoqué comment ses bras et jambes s'agitaient dans tous les sens. Pensez à ça.
Pensez à ça, parce que c'est une réaction naturelle de quelqu'un qu'on est en train d'étrangler et qui essaye de se débattre. Et son regard vous dit ce qu'il a vu faire cet accusé. Il a parlé de la façon dont cet accusé frappait Alex et il a montré avec ses poings. Il a parlé de la façon dont Alex était traité différemment concernant la nourriture. On l'empêchait de manger, il n'avait droit qu'à la croûte de pizza. On mettait de la sauce piquante sur sa nourriture et le traitait différemment. On le forçait à s'asseoir par terre s'il ne finissait pas à temps. Il a mentionné qu'Alex se levait au milieu de la nuit. L'accusé a dit qu'Alex se levait au milieu de la nuit. Brantley, qui ne vit plus avec Major, il vit avec Derek, a confirmé la version des faits de de Major. Il a décrit cet accusé en train d'agresser Alex à plusieurs reprises. Il a parlé d'Alex qui était au sol et de l'accusé qui donnait des coups de pied à Alex dans la poitrine. Brantley a dit que cet accusé maltraitait beaucoup Alex, qu'elle étranglait régulièrement Alex. Le visage d'Alex devenait rouge et parfois violet. Cet accusé étranglait, donnait des coups de pied et frappait Alex à plus de 3 reprises. Lors de ce procès, on l'a interrogé pour la première fois sur la nourriture. Il affirme que l'accusé mettait de la sauce piquante sur la nourriture d'Alex et en ajoutait encore plus si Alex ne la mangeait pas ainsi. Des années se sont écoulées entre ses premiers entretiens en février 2023. Major avait maintenant 12 ans lorsqu'il a témoigné à la barre. Brantley en avait 9. Ils ont grandi. Leur vocabulaire s'est amélioré. Ils ont plus de mots pour vous dire ce qui s'est passé et ils utilisent ce vocabulaire et ces mots pour vous raconter ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux chez eux aux mains de cet accusé. Mesdames et messieurs, la maltraitance des enfants est un crime qui se produit à huis clos. Les auteurs de maltraitance envers les enfants comptent sur ce fait. Ils comptent sur le fait que le public est protégé de leurs actes, que vous ne pouvez pas voir ce qui se passe à la maison, que les victimes de maltraitance des enfants sont des personnes avec lesquelles ils ont des relations, que les témoins de ce qui arrive à l'enfant au sein du foyer sont des personnes avec lesquelles ils ont des relations. Cela offre aux auteurs de maltraitance d'enfants, comme cet accusé, une protection. Mais les propres enfants de cet accusé vous ont parlé des abus de cet accusé envers Alex. Et si vous vous demandez pourquoi, et que l'État n'a pas approuvé le mobile, il y a quelques éléments à prendre en compte. Cet accusé a subi une lésion cérébrale traumatique causée par la mère d'Alex, Jenna Love, qui l'a frappé avec une batte de baseball. Le père d'Alex, Derek, a maltraité à plusieurs reprises cet accusé. Alex est un enfant. Chaque fois qu'elle regarde Alex, cela lui rappelle Jenna Love et l'agression qu'elle a subie. Et devoir s'occuper du fils de Jenna Love. Et un rappel de la violence domestique de Derek et du fait de devoir s'occuper du fils de Derek. Et si vous avez encore des doutes, ce qui ne devrait plus être le cas à ce stade, vous pouvez prendre en compte la conduite antérieure de cet accusé et déterminer si cela établit l'identité de la personne qui a maltraité et négligé Xavier. Vous savez qu'en 2011, Hailey a subi une lésion cérébrale traumatique. Hailey a été admise à l'hôpital avec de multiples fractures du crâne. Selon cet accusé, Hailey a subi cette lésion cérébrale traumatique à la suite d'une chute dans les escaliers. En 2013,
a de nouveau été admise à l'hôpital après avoir vécu avec cet accusé et Dustin Barnes pendant une période de 6 mois. Au cours de ces mois précédents, Hailey est passée du 80e percentile en poids au 6e percentile en poids. Elle perdait ses cheveux. Elle avait un pied fracturé et des fractures potentielles aux mains. Hailey n'était pas l'enfant de cet accusé. Un autre enfant du même âge que Haley vivait aussi dans cette maison. Et ils étaient traités différemment. Alex n'est pas l'enfant de cet accusé. Il y a des enfants du même âge qu'Alex chez lui. Selon ses enfants, Alex était traité différemment. Vous ne pouvez utiliser les preuves de 2011 et 2013 que si les similitudes entre ces preuves et ce dossier vous aident à identifier l'auteur des abus. Je souhaite évoquer la négligence envers les enfants. Alex avait plus de 100 absences à l'école en 2 ans. En un peu plus d'un semestre où il a été scolarisé en CP, il a eu 40 absences sur 75 jours. Le directeur de l'école d'Alex a témoigné des préjudices causés aux enfants lorsqu'ils ne vont pas à l'école. Cela affecte leur croissance, leur développement et leur fonctionnement. Cela nuit à leurs compétences sociales. Vous avez également vu l'apparence d'Alex au moment de son autopsie. Il était extraordinairement maigre. Il était déshydraté. Des conditions conformes à ce que les enfants ont dit sur son alimentation. Ou le fait de ne pas pouvoir boire, car s'il buvait, cela l'obligerait à aller aux toilettes. Vous savez qu'Alex avait une jambe cassée. Vous savez qu'Alex n'a pas reçu de soins médicaux pendant plusieurs jours après s'être cassé la jambe. Derek doit être tenu responsable de cela, mais c'est accusé aussi. Il y a plusieurs moyens d'emmener un enfant dans un établissement médical sans avoir à l'y conduire soi-même. Cet accusé aurait pu entreprendre de nombreuses actions pour aider Alex. Et je veux revenir sur la mort d'Alex. Une personne qui administre intentionnellement un médicament à un enfant pour l'endormir a la responsabilité de veiller sur cet enfant. Lorsque vous adoptez un comportement aussi extraordinairement dangereux, ce n'est pas une excuse pour aller dormir et espérer que tout ira bien le lendemain matin afin que vous puissiez aller à ce rendez-vous. Mais c'est ce qu'a fait cet accusé. Donner des drogues à Xavier, puis aller se coucher après qu'il ait perdu connaissance, sans veiller sur lui, a contribué à sa mort. Parce que s'il y avait eu une intervention, une surveillance pour contrer les effets de ces drogues, Xavier pourrait encore être en vie. Dans ce procès, vous prendrez en compte les paroles et actes de l'accusé. Elle n'a jamais révélé les abus aux enfants, à part un appel au 911 discutable. À la police, à des amis, à la famille, sauf pour une vidéo qu'elle a envoyée à Laura Lee. Et quelles étaient ses instructions concernant la vidéo envoyée à Laura Lee? Garde-la au cas où j'en aurais besoin. Pas aide-moi, pas aide mes enfants, pas protège-moi ou protège mes enfants. Garde ça au cas où j'en aurais besoin.
Vous savez que cet accusé s'est débarrassé des cartes SD. Enquêteur spécial ou sergent enquêteur Amundsen a vu ces cartes SD le 11 février 2023. Il ne les a pas récupérées ce jour-là et j'imagine qu'il s'en veut maintenant. Cet accusé avait le mot de passe, la capacité de se connecter, et lorsque vous vous connectez au compte, une notification est envoyée à l'adresse email de ce compte. Nous avons vu la notification quand le sergent enquêteur Amundsen s'est connecté. Et pendant qu'il est connecté, les vidéos sont en train d'être supprimées. Le titulaire de ce compte recevrait la notification et pourrait se connecter pour supprimer ces vidéos. Cet accusé était en train de supprimer ces vidéos. Vous savez qu'après la mort d'Alex Xavier, Derrick rencontrait les forces de l'ordre, a fait une déclaration aux forces de l'ordre, coopéré avec les forces de l'ordre. Et la réponse de cet accusé à cela a été de lui dire qu'il ne devrait pas le faire. Les paroles de cet accusé, ses actions montrent sa culpabilité. Ou ses mensonges à propos de la douche établissent sa culpabilité. Après vous avoir parlé pendant un moment, je vais aborder la loi, la partie la plus passionnante. C'était censé être drôle, mais personne n'a ri. Le premier chef d'accusation est homicide volontaire au premier degré. Il comporte 2 éléments. L'accusé a causé la mort d'Alex et l'accusé a causé la mort d'Alex avec l'intention de tuer. Je veux évoquer l'intention de tuer. L'intention de tuer inclut le fait que les actes de l'accusé étaient pratiquement certains de provoquer ce résultat. Vous avez vu le passage à tabac brutal que Xavier a subi de la part de cet accusé. Vous avez vu l'administration de drogue et la quantité de substances présentes dans son organisme. Il n'y a pas d'autre conclusion possible. L'ensemble de ces éléments démontre qu'il était pratiquement certain d'ôter la vie à Xavier. Il est difficile d'imaginer qu'une personne chargée de veiller sur un enfant, quelqu'un qui joue un rôle parental, puisse ôter la vie à un enfant. C'est pourquoi vous devez considérer des infractions moindres. Vous avez la possibilité de déterminer si les actes de l'accusé étaient intentionnels ou d'une témérité extrême. Ne vous y trompez pas, la position de l'État est que cette mort était intentionnelle. Le passage à tabac brutal, combiné à l'administration d'une drogue à ce niveau, rendait cela pratiquement certain qu'Alexander allait mourir. Chef d'accusation numéro 2, négligence envers un enfant. L'un des éléments est qu'une personne soit responsable du bien-être d'un enfant. La petite amie d'un parent est une personne responsable du bien-être d'un enfant, car ce parent utilise ou emploie cette personne comme gardienne pour ses enfants. Vous devez identifier 3 actes de négligence envers l'enfant durant cette période. Il n'est pas nécessaire d'être d'accord sur les mêmes, tant que tous s'accordent sur le fait qu'il y en a eu 3. Il y a la négligence médicale, la négligence éducative, la négligence nutritionnelle dans ce cas, la négligence de surveillance, et il existe plusieurs formes de chacune. Tout ce que vous, en tant que jury, avez à faire, c'est d'en trouver 3 ou d'être d'accord qu'il y en a eu 3, et vous n'avez même pas besoin d'être d'accord sur lesquels constituent ces 3 actes. Cependant, vous devez vous accorder sur l'acte qui a entraîné la mort. Pour cela, la prévenue avait la responsabilité de veiller sur Alex après lui avoir donné cette drogue, et elle a failli à cette responsabilité. J'en ai déjà parlé. Le 3e chef d'accusation concerne des actes répétés ayant entraîné la mort. Encore une fois, vous devez identifier 3 actes
et il n'est pas nécessaire que vous soyez tous d'accord sur les 3. Le témoignage de Major vous en donne 3. Le témoignage de Brantley vous en donne 3. Le corps de Xavier vous en donne plus que 3. À partir de cela, il est facile de trouver 3 actes de maltraitance sur enfant que cet accusé a infligés à Alexandre. L'accusé a-t-il causé une atteinte à l'intégrité physique? C'est le premier élément pour chacun de ces actes. Une atteinte à l'intégrité physique comprend la douleur physique, une blessure ou l'altération de l'état physique. Tout ce qu'il fallait, c'est que Xavier ressente de la douleur ou une altération de son état à cause des actes de cet accusé. Que l'accusé ait agi intentionnellement. Donner un coup de pied à quelqu'un est un acte intentionnel. Donner un coup de poing à quelqu'un est un acte intentionnel. Frapper quelqu'un est un acte intentionnel. Et bon Dieu, étrangler un enfant de 6 ans est un acte intentionnel. L'un de ces actes a-t-il causé la mort d'Alex? C'est là que vous devez être d'accord. Vous devez être d'accord sur l'acte qui a causé sa mort. Le témoignage des médecins légistes offre 2 possibilités. Les blessures abdominales que Xavier avait constituaient un facteur déterminant ayant entraîné sa mort. C'est ce qu'a attesté le docteur Quinton. Il l'a indiqué comme la cause principale dans son rapport. L'altération de son état physique par l'administration d'une drogue est une autre façon de commettre des sévices envers un enfant. C'est un acte intentionnel. Cela altère son état physique et l'administration de Xanax a causé sa mort. Chacune de ces options, tant que les 12 sont d'accord, suffit pour conclure et pour répondre oui à cette question. La docteure Andress a dit dans son témoignage que cet accusé évite la responsabilité, que cet accusé rejette la faute sur d'autres personnes. Vous en avez été témoin au cours des 2 jours de témoignage de la défense. Il y a quelque chose que l'accusé a dit 2 fois pendant son témoignage, avec lequel vous devriez tous être d'accord. Cet accusé vous a dit 2 fois qu'Alex avait été assassiné. Alex a été assassiné. Alex a été assassiné par cet accusé. Cet accusé fait tout ce qu'elle peut pour éviter d'assumer sa responsabilité personnelle. Donnez-lui une leçon de responsabilité personnelle et déclarez-la coupable.